Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice du chapitre fonction logarithme népérien. La fonction f de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par x au carré moins 2 fois Ln de x sur x. Et CF est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Dans la partie A, on a une fonction auxiliaire g de x qui est égale à Ln de x plus x exposant 3 moins 1. Et le but de cette partie est de déterminer le signe de la fonction g de x. Et après, dans la partie B, on étudie la fonction principale f de x pour qu'on puisse tracer sa courbe représentative à la fin du problème. Je vous propose de regarder cette série de vidéos ou bien de regarder la description de cette vidéo pour trouver des vidéos en relation avec les fonctions logarithmes népériens. Et aussi, je vous propose d'essayer vous-même de travailler cet exercice avant de regarder la solution. Commençons par la première question de la partie A. Calculer la limite en 0 plus de g de x et la limite en plus l'infini de la fonction g de x. Bien sûr, j'ai dit 0 plus car le domaine est 0 plus l'infini. Donc tout d'abord, la limite lorsque x tend vers 0 de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de Ln de x plus x exposant 3 moins 1. On a ici une somme, alors on travaille chaque fonction à part. La fonction Ln de x lorsque x tend vers 0 tend vers moins l'infini, donc cette fonction tend vers moins l'infini. Et la fonction x exposant 3, bien sûr, tend vers 0. Et la fonction moins 1, qui est une fonction constante, tend vers moins 1. D'où, par somme, la limite de cette fonction est moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de Ln de x plus x exposant 3 moins 1. Aussi, par somme, on obtient la limite de Ln de x en plus l'infini est plus l'infini, et la limite de x exposant 3 en plus l'infini est plus l'infini, et la limite de moins 1 est moins 1, c'est une fonction constante. Donc, par somme, la limite de la fonction g de x est égale à plus l'infini. Et regardons là, ce sont les limites qu'il faut les mémoriser du chapitre fonction logarithme népérien, et vous pouvez regarder cette vidéo qui contient le calcul de 40 limites du chapitre logarithme népérien. La deuxième question de la partie A, calculer g'x et dresser le tableau de variation de la fonction g. Commençons par le calcul de la dérivée g'x. G'x est égal à la dérivée de Ln de x est égale à 1 sur x, plus la dérivée de x à la puissance 3, c'est égal à 3x au carré, et la dérivée de moins 1 est égale à 0, c'est une constante. Donc, c'est la fonction g'x. Maintenant, il faut déterminer le signe de cette fonction. En général, il faut écrire cette somme sous forme d'un seul quotient, c'est-à-dire il faut faire un dénominateur commun. Mais dans ce cas-là, et en regardant le domaine de définition 0 plus l'infini, c'est-à-dire x est positif toujours, on remarque que 1 sur x est toujours positif, car le numérateur est positif, c'est 1, et le dénominateur est x, et c'est positif dans ce domaine, et 3x au carré est aussi positif. Donc leur somme est bien sûr plus grande que 0. Donc g'x est plus grande que 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien dans le domaine de définition. Donc la fonction g est strictement croissante, donc maintenant on peut dresser le tableau de variation de la fonction g. Regardons, tout d'abord le domaine est 0 plus l'infini, et en 0 c'est assuré, car la fonction n'est pas définie en 0. La fonction dérivée g'x est toujours positive, on a démontré ça, d'où la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite en 0 plus est égale à moins l'infini, c'est déjà calculé dans la partie 1, et la limite en plus l'infini de la fonction g de x est égale à plus l'infini aussi d'après la partie 1. Donc c'est le tableau de variation de la fonction g. Arrivons à la troisième question de la partie A. Calculer g de 1, puis déterminer suivant les valeurs de x le signe de g de x. Tout d'abord, g de 1, il faut remplacer x par 1 dans la fonction g de x. On obtient tout d'abord Ln de 1 plus 1 à la puissance 3 moins 1. Donc c'est égal à 0, Ln de 1 est égal à 0, plus 1 moins 1, donc g de 1 est égal à 0. Et maintenant, pour déterminer le signe de la fonction g, on va utiliser le tableau de variation de la fonction g de x. Comme on a déjà vu dans la partie 2, que g de x est une fonction strictement croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc bien sûr, puisque cette fonction est une fonction continue, elle va s'annuler pour une valeur de x. Or, dans cette question, il nous a demandé de calculer g de 1, et g de 1 est égal à 0. C'est-à-dire pour x égale à 1, lorsqu'on a remplacé x par 1, g est égal à 0.
g de 1 égale à 0. Donc, pour x égale à 1, la fonction g est égale à 0. Donc maintenant, on peut déterminer le signe de la fonction g. Remarquons que, lorsque x tend vers 0, la fonction g était moins l'infini, donc c'est négatif. Et elle est croissante, et lorsque x est arrivé à 1, la fonction g devient 0. Donc la fonction était négative pour tout x appartient à 0, 1. Pour x égale à 1, la fonction g est égale à 0. Et après le 1, elle continue vers le plus l'infini. C'est-à-dire, sur toute cette partie, la fonction g est une fonction positive. Donc bien sûr, maintenant on peut déterminer, suivant les valeurs de x, le signe de la fonction g. Sur l'intervalle 0, 1, la fonction g est négative. Si x égale à 1, la fonction g est égale à 0. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g est une fonction positive. Alors écrivons ça, g de x est plus petit que 0 si x appartient à l'intervalle 0, 1. Ouvert bien sûr, car on a plus petit strictement que 0. Et g de x est plus grand que 0 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, la fonction g est positive. Et si x égale à 1, g de x égale à 0. Ou bien g de x est égal à 0 si x égale à 1. Donc c'est le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est parfois négative, parfois égale à 0, et parfois cette fonction est positive. Arrivons maintenant à la partie B et commençons par la première question. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x et en déduire une asymptote petit d à la courbe CF. La limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré moins 2 fois ln de x sur x. Alors aussi, on a une somme de x au carré et de moins 2 ln de x sur x. Alors, il faut calculer la limite de chaque fonction à part, puis après, on voit la limite de la somme. Donc, tout d'abord, x au carré tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, c'est clair. Pour la fonction 2 ln de x sur x, ou bien pour la fonction moins 2 ln de x sur x. Moins 2 est une constante, alors on calcule la limite de ln de x sur x, puis on calcule cette limite par moins 2. Alors là, pour ln de x sur x, on a un quotient. Le numérateur, qui est ln de x, tend vers moins l'infini, d'après cette limite. La limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Et le dénominateur, qui est x, tend vers 0 plus. C'est clair, x tend vers 0 plus. Donc le rapport, ou bien le quotient, tend vers moins l'infini bien sûr, car on a le numérateur tend vers moins l'infini et le dénominateur tend vers 0 plus. Donc tout cela, ln de x sur x tend vers moins l'infini. Et c'est multiplié par moins 2, donc la limite de moins 2 ln de x sur x est égale à plus l'infini. D'où par somme, la première fonction tend vers 0 et la deuxième tend vers plus l'infini, donc la limite de la somme est égale à plus l'infini. Donc maintenant, puisque la limite lorsque x tend vers 0, ou bien lorsque x tend vers un nombre de f de x est égale à infini, alors on peut déduire que x égale à ce nombre, ou bien x égale à 0, est une asymptote, ou bien cette droite est une asymptote verticale à la courbe CF. Et cette droite est nommée petit d, et bien sûr la droite d'équation x égale à 0 est l'axe des ordonnées, ou bien c'est y' au y. Donc l'axe des ordonnées est l'asymptote verticale à la courbe CF. Arrivons maintenant à la deuxième question de la partie B. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis interpréter. Commençons par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins 2 ln de x sur x. De même, il faut calculer la limite de chaque fonction à part et après on déduit la limite de leur somme. Tout d'abord, la limite de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, c'est clair. Calculons maintenant la limite de ln de x sur x en plus l'infini. Remarquons que en plus l'infini, on a cette limite particulière. La limite lorsque a tend vers plus l'infini de ln de a sur a exposant n est égale à 0 plus. C'est une limite particulière et on peut l'utiliser directement. Donc là, on a cette limite particulière pour n égale à 1. Donc la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0 plus. Et multiplié par moins 2, donc cette limite est égale à 0, car moins 2 fois 0. D'où la limite de la fonction par somme est égale à plus l'infini. On a plus l'infini plus 0, donc cette limite est égale à plus l'infini.
Alors maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et cette limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré moins 2 ln de x sur x sur x. Alors maintenant, on va prendre x au carré sur x et moins 2 ln de x sur x. C'est-à-dire, on va enlever le dénominateur commun. On obtient alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré sur x, donc de x, moins, là on a 2 ln de x sur x, donc c'est égal à 2 ln de x sur x au carré. Car si on a a sur b sur c, c'est égal à a sur b fois c. Pour cela, j'ai fait le produit de x par x, donc on a obtenu x au carré. Maintenant, il faut calculer la limite de cette fonction. Aussi, là, on a une somme. Alors, calculons la limite de chacune à part. La première fonction est x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, c'est clair. Pour la deuxième fonction, on commence par ln de x sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Aussi, d'après cette limite particulière, mais maintenant pour n égale à 2, on peut déduire que cette limite est égale à 0. Donc, moins 2 fois ln de x sur x au carré aussi tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, par somme, on peut déduire que cette limite est égale à plus l'infini. Donc maintenant, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Pour l'interprétation de cette limite, on peut déduire que puisque cette limite de f de x sur x est égale à plus l'infini, alors la courbe C admet en plus l'infini une direction asymptotique verticale ou bien une branche parabolique verticale. Donc CF admet en plus l'infini une direction asymptotique verticale ou bien parallèle à y' ou y. Et pour comprendre mieux les directions asymptotiques, vous pouvez regarder cette vidéo qui contient les différents cas du comportement asymptotique de la courbe d'une fonction. Arrivons maintenant à la troisième question de la partie B. Montrez que f'x est égal à 2g de x sur x au carré et dressez le tableau de variation de la fonction f. Commençons par le calcul de la fonction dérivée f'x. Commençons par la dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. Et puis la dérivée de moins 2 ln de x sur x. On peut écrire moins 2 fois la dérivée de ln de x sur x car moins 2 est une constante. ln de x sur x est de la forme u sur v. Alors c'est égal à u'v moins v'u sur v au carré. C'est u et le dénominateur est v. Donc commençons. Au dénominateur, là on a v au carré, c'est-à-dire x au carré. Au numérateur, on a tout d'abord u' fois v. U' c'est la dérivée de ln de x et c'est égal à 1 sur x. Fois v, donc fois x, le dénominateur, moins v'u. V' c'est la dérivée de x, et c'est égal à 1, fois u, donc fois ln de x. Donc c'est la fonction f'x. Remarquons là, on a 1 sur x fois x, c'est égal à x sur x, donc c'est égal à 1. On peut simplifier par x. Donc c'est égal à 2x moins 2 fois, au numérateur, on a 1 moins 1 fois ln de x, donc c'est égal à ln de x sur x au carré. Donc remarquons qu'on va arriver à la forme 2g de x sur x au carré, c'est-à-dire un seul quotient. Et là, on a deux quotients. Donc il faut qu'on fait un dénominateur commun. Et bien sûr, le dénominateur commun est x au carré. Là, on a 1, alors il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x au carré. Alors on obtient un seul quotient, au dénominateur on a x au carré. Là, on a 2x fois x au carré, c'est égal à 2x exposant 3. Et là, on a moins 2 fois 1, donc c'est égal à moins 2. Et moins 2 fois moins ln de x, c'est égal à plus 2 ln de x. On peut prendre au numérateur 2 en facteur. On obtient alors 2 facteurs. Là, on a x exposant 3, moins 1 et plus ln de x sur x exposant 2. Et rappelons-nous, la fonction g de x est égale à ln de x plus x exposant 3 moins 1. Et ça se trouve entre les parenthèses. Là, on a ln de x plus ln de x et plus x exposant 3 et moins 1. Donc cette fonction est la fonction g de x. D'où c'est égal à 2 g de x sur x exposant 2. Alors f'x est égal à ce quotient. Maintenant, pour dresser le tableau de variation, il faut déterminer le signe tout d'abord de 2g de x sur x au carré, c'est-à-dire le signe de f'x. Or, dans ce quotient, on a au numérateur 2 fois g de x. Le 2 est positif. Et au dénominateur, on a x au carré, et x au carré est aussi positif. Donc le signe de ce quotient dépend du signe de g de x. Ou bien c'est g de x qui va nous donner le signe de ce quotient, ou bien le signe de f'x.
Alors on peut dire que f'x prend le même signe de g de x car 2 est positive et x au carré est positive. Or le signe de g de x est déjà déterminé dans la partie A3. Regardons, dans cette partie A3, on a g est négative dans l'intervalle 0,1 et dans l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive. Et si x est égal à 1, la fonction g est égale à 0. Donc c'est le signe de la fonction f' aussi. Alors maintenant, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. Le domaine est 0 plus l'infini. En 0, c'est assuré, car la fonction n'est pas définie pour x égale à 0. Le signe de f'x est le même signe de g. G s'annule en 1. G est plus petite que 0 dans l'intervalle 0,1. Et g est plus grande que 0 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1, puis elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut bien sûr compléter le tableau. Là, on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. Et cette limite est égale à plus l'infini, d'après la partie B1. Et là, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et cette limite est égale à plus l'infini aussi, d'après la partie B2. Et là, il faut mettre f de 1. C'est-à-dire il faut calculer f de 1 en remplaçant x par 1. On obtient tout d'abord 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 2 fois ln de 1 sur 1. Or ln de 1 est égal à 0, donc tout ce terme est égal à 0. Donc c'est égal à 1. Donc f de 1 est égal à 1, c'est-à-dire on peut écrire 1 tout simplement là. Donc la fonction f est décroissante de plus l'infini jusqu'à 1, puis elle est croissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Et c'est le tableau de variation de la fonction f. Arrivons maintenant à la question 4a de la partie B. Montrer que l'équation f de x égale 7 admet deux racines alpha et bêta, avec alpha plus petit que bêta, et vérifier que alpha est comprise entre ces deux valeurs et bêta est comprise entre ces deux valeurs. Pour répondre à cette question, on va utiliser le tableau de variation de la fonction f. Alors je vais le recopier ici. Et c'est le tableau de variation de la fonction f. Remarquons tout d'abord que dans l'intervalle 0,1, la fonction f est strictement décroissante. Et bien sûr, la fonction f est une fonction continue sur son domaine de définition. Donc, puisque la fonction f dans cet intervalle est continue et strictement décroissante de plus l'infini, qui est une valeur plus grande que 7, jusqu'à 1, qui est une valeur plus petite que 7, alors bien sûr, elle va passer par 7, car c'est une fonction continue. Et elle passe par 7 une seule fois. Et dans le deuxième intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est croissante de 1, qui est une valeur plus petite que 7, jusqu'à plus l'infini, qui est une valeur plus grande que 7. Donc forcément, f doit passer par la valeur 7 en allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et puisque alpha est plus petite que bêta, alors on peut dire que f prend la valeur 7 pour x égale à alpha, puis elle prend une autre fois la valeur 7 pour x égale à bêta. Alors comme ça, j'ai pris alpha plus petite que bêta, et pour x égale à alpha et pour x égale à bêta, f est égal à 7. Dans les deux cas, f est égal à 7. Et bien sûr, il faut qu'on écrit ça. Tout d'abord, dans l'intervalle 0,1, la fonction f est continue et strictement décroissante. Et elle décroît de plus l'infini, qui est une valeur plus grande que 7, jusqu'à 1, qui est une valeur plus petite que 7. Bien sûr, plus l'infini n'est pas une valeur précise, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui est plus grand que 7. Alors, on peut déduire que l'équation f de x égale à 7 admet, dans cet intervalle, dans l'intervalle 0,1, une unique solution qui est alpha. Maintenant, pour le deuxième intervalle 1 plus l'infini. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, aussi la fonction f est continue et strictement croissante de 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire de 1 qui est une valeur plus petite que 7 jusqu'à plus l'infini qui est quelque chose de plus grand que 7. Alors forcément, l'équation f de x égale à 7 admet une deuxième solution, bêta, qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc au total, l'équation f de x égale à 7 admet deux solutions. La première est alpha et la deuxième est bêta. Et maintenant, il nous reste à vérifier que alpha est comprise entre 0,32 et 0,33 et que bêta est comprise entre 2,78 et 2,79. Commençons par la vérification de l'encadrement de alpha. Pour faire ça, il faut calculer f de 0,32
et f de 0,33. Et bien sûr, f de 0,32 doit être une valeur plus grande que 7 et f de 0,33 doit être une valeur plus petite que 7. Il faut utiliser bien sûr la calculatrice pour trouver ces deux valeurs et on les écrit à 10-2 près. Et regardons le tableau de variation. Pour x égale à 0,32 qui est une valeur plus petite que 7, c'est le 0,32. Bien sûr, f était plus grande que 7 car elle est décroissante de plus l'infini et lorsque x arrive à alpha, f arrive à 7. Donc si on remplace x par une valeur plus petite, f nous donne une valeur plus grande que 7 bien sûr. Si x est égal à alpha, f est égal à 7 exactement, et si x est plus grande que alpha, c'est-à-dire 0,33, f nous donne bien sûr une valeur plus petite que 7. D'où d'après ces deux valeurs déjà calculées, on peut déduire que alpha est entre 0,32 et 0,33. Et faisons de même pour bêta, il faut calculer f de 2,78 et f de 2,79. Regardons là, f de 2,78. 2,78 est plus petite que bêta et 2,79 est plus grande que bêta. Pour x égale à bêta, f est égal à 7. Bien sûr, pour x est plus petite que bêta, f doit être plus petite que 7. Et si x est plus grande que bêta, c'est-à-dire en 2,79, f doit être plus grande que 7. Donc là, il faut qu'on obtienne une valeur plus petite que 7, et là, il faut qu'on obtienne une valeur plus grande que 7. Et de ces deux valeurs, on peut déduire que bêta est comprise entre 2,78 et 2,79. Arrivons maintenant à la partie 4b. Déduire la position relative de la courbe CF et de la droite grande D d'équation y égale à 7. Pour répondre à cette question, bien sûr, il faut qu'on utilise les résultats de la partie 4a. Et c'est le résultat de la partie 4a. On a déjà démontré que l'équation f de x égale à 7 admet deux solutions alpha et bêta. Là, dans cette question, on va déterminer la position relative de CF, qui est représentée analytiquement par f de x, et la droite d'équation y égale à 7. Alors bien sûr, il faut qu'on détermine le signe de f de x moins y de la droite grande D, ou bien f de x moins 7. Or, d'après la partie 4a, on a f de x est égal à 7, ou bien f de x moins 7 est égal à 0, si x égale à alpha, ou bien si x égale à bêta. C'est-à-dire, pour ces deux valeurs de x, on a un point d'intersection entre CF et la droite D. Et c'est clair que, si x est entre 0 et alpha, bien sûr la courbe est au-dessus de la droite D, et si x est entre bêta et plus l'infini, aussi la courbe est au-dessus de la droite D. Et si x est entre alpha et bêta, la courbe est au-dessous de la droite grande D. C'est la droite grande D, graphiquement par exemple. Et là, il est clair que si x est entre alpha et bêta, f est plus petite que 7, c'est-à-dire la courbe est au-dessous de la droite D. Donc écrivons ça selon les valeurs de x. Commençons tout d'abord. Si x appartient à l'intervalle 0 alpha, union a plus l'infini, alors, dans ce cas-là, f de x moins 7 est plus grande que 0, d'où la courbe CF est au-dessus de la droite grande D. Et si x appartient à l'intervalle alpha-bêta, alors f de x moins 7 est plus petite que 0, d'où la courbe CF est au-dessous de la droite D. Et finalement, si x égale à alpha ou x égale à bêta, alors f de x moins 7 est égal à 0, d'où on peut déduire que CF coupe D pour ces deux valeurs de x. Et c'est facile de déterminer les coordonnées des points d'intersection. On peut les nommer I et J. Si par exemple I a pour abscisse alpha, l'ordonnée est bien sûr 7, car ce point appartient à la droite d'équation y égale à 7. Et si le point J a pour abscisse bêta, aussi, l'ordonnée est 7, car aussi ce point appartient à la droite d'équation y égale 7. Donc ces deux points sont les deux points d'intersection de la courbe CF et de la droite grande D. Arrivons maintenant à la dernière question de cet exercice. Tracez la droite petit d, la droite grande D et la courbe CF. Commençons par la droite petit d. Cette droite a pour équation x égale à 0, donc c'est l'axe des ordonnées y' ou y, c'est déjà tracé. C'est une asymptote verticale à la courbe CF.
Maintenant, la droite grandée, qui a pour équation y égale à 7. Donc, on a là le 6 et là, on a le 7, par exemple. Et c'est la droite qui est une droite horizontale. Et cette droite est la droite grandée. Bien sûr, cette droite n'est pas une asymptote à la courbe CF. Maintenant, pour tracer la courbe CF, on a besoin bien sûr du tableau de variation de cette fonction. Le domaine est 0 plus l'infini. La fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à 1, lorsque x arrive à 1, puis elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Et on a deux points d'intersection avec cette droite qui sont les deux points I et J, qui ont les abscisses alpha et bêta. Tout d'abord, plaçons les points I et J, et après, je veux placer le minimum, et enfin, je veux tracer la courbe représentative. Le point I a pour abscisse alpha, alpha est à peu près là, et pour ordonnée 7, donc c'est le point I. Le point J a pour abscisse bêta, qui est comprise entre 2,78 et 2,79, donc on peut dire que c'est le point bêta. Et l'ordonnée du point J est 7, donc c'est le point J. Maintenant, le minimum, qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1, et au minimum, on a une tangente horizontale, bien sûr. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour tracer la courbe CF. Tout d'abord, lorsque x tend vers 0+, f tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, si x 0+, y tend vers plus l'infini. Donc x tend vers 0+, c'est-à-dire à droite de 0, y plus l'infini, c'est-à-dire en haut. Et on a cette droite est une asymptote verticale, alors la courbe doit commencer à côté de l'asymptote verticale. Et elle est décroissante jusqu'au minimum. Mais en passant de là jusqu'au minimum, elle doit passer par la droite grandée par le point I. Donc c'est clair, elle est décroissante en passant par le point I et elle arrive au minimum avec une tangente horizontale. Alors maintenant, on a tracé la première partie qui correspond à l'intervalle 0,1. Dans l'intervalle 0,1, la courbe, ou bien y, décroît de plus l'infini jusqu'à 1. Regardons, f décroît de plus l'infini jusqu'à 1, et graphiquement, y décroît de plus l'infini jusqu'à 1. C'est tout dans l'intervalle 0,1. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire dans tout cet intervalle, la fonction f croît de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc y croît de 1 jusqu'à plus l'infini. Et bien sûr, elle doit passer par le point J. Et enfin, on sait que la courbe admet une direction asymptotique verticale ou bien parallèle à y' ou y, c'est-à-dire la courbe croît et elle passe par ce point et enfin elle ne complète pas comme ça, comme on a une direction asymptotique horizontale ou bien parallèle à x' ou x, mais elle complète comme ça, c'est-à-dire avec une direction asymptotique verticale ou bien parallèle à y' ou y. Et finalement, c'est la courbe CF de la fonction f.